Une terrasse en pierre, des platanes centenaires qui font de l'ombre sur les tables, un verre de vin posé là, rouge profond, reflet du soleil de fin d'après-midi. Autour, des gens qui parlent doucement, sans se presser. Vous fermez les yeux et vous vous dites, voilà, c'est ça, la France riche, la vraie. Sauf que cette scène ne se passe pas à Paris. Elle se passe dans une ville que la plupart des Parisiens regardent avec une condescendance polie. Une ville que les guides touristiques citent en bas de page. Une ville où le mètre carré dépasse maintenant celui du 16e arrondissement, où les restos affichent complet 3 semaines à l'avance, et où les habitants d'origine ne reconnaissent plus leur propre rue. 7 villes françaises qui donnent l'impression d'être plus riches que Paris. Pas les banlieues dorées de l'Île-de-France, pas Neuilly, pas les arrondissements que tout le monde connaît. Des villes à part entière, avec leur histoire, leur caractère, leur façon d'être riche, qui n'a rien à voir avec la richesse parisienne. Et quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez pourquoi c'est précisément la ville qui a tout reçu, tout réussi, et qui est aujourd'hui en train de trahir ceux qui l'ont construite. Ce verre de vin que vous voyez sur cette terrasse, à la fin, vous saurez exactement ce qu'il coûte. Et à qui? Numéro 7. Versailles. Commençons par l'évidence, puisqu'il faut bien commencer quelque part. Versailles, c'est la ville que tout le monde cite quand on parle de richesse française. Le château, les jardins, la galerie des glaces. Mais voilà ce qu'on oublie systématiquement. Versailles n'est pas riche parce que ses habitants travaillent bien. Versailles est riche parce qu'un roi mort, il y a 3 siècles, a décidé d'y construire sa chambre. La richesse de Versailles est une richesse d'héritage, de décor, d'institutions. Le revenu moyen par habitant y dépasse 33 000 € annuels, soit 60% au-dessus de la moyenne nationale. Le taux de chômage tourne autour de 5,8%, bien en dessous du niveau national. Le revenu médian d'un ménage versaillais atteint 44 000 € par an. Ce n'est pas Paris, mais c'est mieux que Paris pour beaucoup d'indicateurs concrets. Allez vous promener un samedi matin dans le quartier Saint-Louis, à l'écart du flux de touristes. Les rues y sont larges et silencieuses. Les façades sont propres, couleur calcaire. Les boulangeries ont des queues raisonnables. Les enfants vont à l'école à pied. C'est une ville où tout semble à sa place, où rien ne déborde. On sent que les gens qui habitent ici n'ont pas grand-chose à prouver. Et c'est peut-être ça, la définition la plus honnête du confort. Mais voilà l'envers du décor. Chaque année, plus de 9 millions de touristes traversent Versailles. 9 millions de personnes qui viennent voir le château du roi. La ville, elle, n'a pas vraiment choisi d'être ce qu'elle est. Elle est née servante d'un palais, elle l'est restée. Les habitants du quartier Notre-Dame font leurs courses entre 2 groupes en bouchon sur les trottoirs. Les musées appartiennent aux visiteurs, pas aux résidents. Et cette richesse qui impressionne de loin, les revenus élevés, les façades impeccables, elle repose sur une économie de la représentation, pas de la création. Une ville-musée qui héberge des cadres supérieurs, pendant que le monde entier vient admirer ce qu'elle garde pour lui, mais ne lui appartient pas. Il y a quelque chose d'un peu triste dans cette richesse-là. Une richesse héritée, encadrée, sous verre. Comme le château lui-même. Versailles n'est riche, oui, mais c'est une richesse qu'on visite, pas qu'on construit. Si Versailles est une richesse figée dans le marbre, la prochaine ville a choisi une autre voie. Elle a décidé d'être riche à coups de vagues. Et elle y a presque trop bien réussi. Numéro 6. Biarritz, 26 000 habitants. Une ville qui tiendrait dans un arrondissement moyen de Paris. Et pourtant, un prix au mètre carré qui flirte avec 8 000 € en moyenne et qui dépasse 15 000 € sur la côte des Basques, face à l'Atlantique. Biarritz, la plupart des Français, vous diront que c'est la ville du surf, de l'élégance basque, de l'impératrice Eugénie qui aimait s'y baigner au XIXe siècle. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que Biarritz a été racheté, pas d'un coup, pas par un décret, progressivement, silencieusement, entre 2 saisons. En 7 ans, entre 2018 et 2025, le prix de l'immobilier biarrot a augmenté de 52%. 52. Dans une ville de 26 000 habitants. La ville qui était la destination de villégiature de l'aristocratie française est maintenant la destination d'investissement de la bourgeoisie parisienne et internationale. 42% des logements de Biarritz
sont des résidences secondaires. Presque une maison sur deux est vide 10 mois de l'année. Brigitte, 62 ans, a grandi à Biarritz. Elle a toujours vécu dans le quartier de la Milady. Son père était surfeur-moniteur, sa mère caissière dans une épicerie de la rue Gambetta. Aujourd'hui, ces deux enfants ne peuvent pas s'installer à Biarritz. Le plus jeune gagne 2200 € par mois comme technicien chez un équipementier sportif. Un appartement de 2 pièces en location dans le centre. 1200 €. Les maths ne marchent pas. Brigitte, elle, reste. Elle est propriétaire. Elle a eu de la chance, dit-elle. Mais chaque printemps, elle voit les volets des maisons voisines s'ouvrir pour 2 mois, puis se refermer. Elle ne connaît plus ses voisins. Elle ne sait plus qui est le dernier arrivé, qui va partir. La ville qu'elle aimait est devenue un décor de cartes postales que quelqu'un d'autre possède. Promenez-vous sur le front de mer en septembre, après la saison. L'Atlantique est gris et fort, les vagues roulent sur la grande plage, le vent sent le sel et l'iode. Et les terrasses des grands hôtels, le Palais, le Regina, sont vides. Belles, impeccablement entretenues et vides. La richesse de Biarritz, c'est une richesse qui dort l'hiver sous des housses, qui vibre 2 mois l'été et qui pousse les habitants vers la périphérie tout au long de l'année. Avez-vous déjà séjourné à Biarritz? Dites-le en commentaire. Juste un mot ou deux, oui ou non. Et si vous avez vu cette transformation, ou si vous l'avez seulement entendu de loin. Je suis curieux de savoir combien parmi vous connaissent la ville, avant et après. Si Biarritz est une ville rachetée par l'argent des autres, la prochaine est une ville prisonnière de sa propre beauté. Et la pression qu'elle subit n'a aucun équivalent en France hors Île-de-France. Numéro 5. Annecy. La Venise des Alpes. C'est comme ça qu'on appelle Annecy dans les guides de voyage. Un lac d'une limpidité presque irréelle, entouré de montagnes. Des canaux qui traversent la vieille ville, des ponts fleuris, des façades médiévales aux couleurs chaudes. En France, il y a des villes belles. Et puis il y a Annecy, qui est dans une catégorie à part. En 2024 et 2025, Annecy est régulièrement classée 4e ville la plus chère de France en termes immobiliers. Derrière Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil, toutes nos 3 en Île-de-France. Annecy est donc la ville la plus chère de toute la France de province. Le prix moyen au mètre carré dépasse 6 000 € pour un appartement et monte à plus de 9 000 € en vieille ville avec vue sur le lac. Pour des maisons, certains quartiers résidentiels comme Annecy-le-Vieux affichent entre 7 500 et 8 500 € le mètre carré. Pourquoi? 2 raisons qui s'alimentent mutuellement. La beauté, d'abord. Il n'y a tout simplement plus de terrain disponible autour du lac. Et les frontaliers suisses, ensuite. Des dizaines de milliers de Français qui travaillent à Genève ou Lausanne touchent des salaires en francs suisses, souvent 2 à 3 fois supérieurs aux salaires français équivalents, et reviennent dormir à Annecy. Ce sont eux qui ont porté le marché immobilier à des niveaux que les habitants locaux ne peuvent plus suivre. Claire, 34 ans, institutrice. Elle a grandi à Annecy. Elle enseigne à Annecy depuis 7 ans. Son salaire net, 2 300 € par mois. Elle a voulu acheter un appartement de 2 pièces à Crangevrier, la commune la moins chère de l'agglomération. Prix, 260 000 € minimum. Apport nécessaire, 50 000. Claire n'a pas 50 000 € d'apport. Elle loue 900 € par mois pour 35 mètres carrés. Elle n'est pas amère, dit-elle. Elle aime sa ville. Mais elle sait qu'elle ne sera jamais chez elle dans la ville où elle est née. Le matin, quand la brume se lève sur le lac et que les montagnes apparaissent, roses dans la lumière du soleil levant, Annecy est l'un des endroits les plus beaux de France. C'est objectif. Incontestable. Les cyclosportifs, les randonneurs, les familles qui font le tour du lac en vélo, tout cela est réel, accessible, gratuit. La beauté d'Annecy appartient encore à tout le monde. Mais le mètre carré de cette beauté, lui, n'appartient plus à ceux qui y vivent depuis toujours. La ville la plus belle devient automatiquement la ville la plus chère. Et la ville la plus chère devient automatiquement la ville dont les habitants d'origine sont progressivement expulsés vers Chambéry, vers les villages de la vallée, vers un endroit d'où le lac est encore visible, mais de loin. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez qu'on continue à explorer ces villes que les médias regardent mal, ou pas du tout.
Et si cette vidéo vous a déjà appris quelque chose, le bouton like prend 2 secondes, et ça aide vraiment. La prochaine ville de notre liste est différente. Elle ne doit pas sa richesse au tourisme, ni à la beauté du paysage. Elle la doit à quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus solide. Elle est la capitale d'une institution qui n'a pas de voisin sur cette planète. Numéro 4. Strasbourg. Voici une question. Si vous deviez placer le siège du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe, dans quelle ville française les mettriez-vous? Pas Paris, trop encombré. Pas Lyon, trop loin de la frontière. Pas Bordeaux, trop excentré. Strasbourg. La ville à la frontière, à 2 heures de Paris en TG FIF, à 21 minutes de Kehl en tramway, au carrefour de 2 civilisations. Strasbourg est la seule ville de France à tenir ce rôle de capitale européenne permanente. Ce statut n'est pas symbolique, il est économique. Chaque session du Parlement européen à Strasbourg, c'est 3500 personnes qui arrivent pendant une semaine. Eurodéputés, assistants, journalistes, lobbyistes. 100 000 nuitées d'hôtel par an, rien que pour les sessions. À cela s'ajoutent les 4000 fonctionnaires européens qui vivent à l'année à Strasbourg avec leurs familles. Des familles avec des revenus en euros européens, des familles qui font leurs courses, leurs restaurants, leurs loyers. Une injection économique permanente et invisible. La ville compte environ 300 000 habitants. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La petite France, avec ses maisons à colombages qui se reflètent dans les canaux, ressemble à une image d'Épinal venue à la vie. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, construite en grès rose, a été pendant 2 siècles la plus haute bâtisse du monde. Mais voilà ce qu'on ne montre pas dans les photos de la petite France. Strasbourg est aussi une ville profondément coupée en deux. Le quartier européen, avec ses immeubles de verre et ses restaurants d'affaires, et le reste de la ville, les quartiers populaires comme Haute-Pierre, Cronenbourg, les Ménots. Dans ces quartiers, on ne parle pas d'institutions européennes. On parle de prix du loyer qui a augmenté, de salaires qui n'ont pas suivi, de familles qui s'entassent. Thomas, 41 ans, traducteur indépendant, travaille pour des institutions européennes depuis 12 ans. Il gagne bien sa vie. Mais il vous dira que Strasbourg est une ville schizophrène. Le lundi matin, il croise en tram des eurodéputés en costume qui parlent anglais au téléphone. Le vendredi soir, dans son quartier de Neudorf, il entend des voisins qui se disputent parce que le propriétaire a encore augmenté le loyer. 2 mondes, même rame de tramway, même destination. La richesse de Strasbourg, c'est une richesse de fonction. Elle ne vient pas de ce que la ville produit. Elle vient de ce que la ville héberge. C'est différent. Et cette différence, les habitants qui ne travaillent pas pour l'Europe la ressentent chaque mois sur leur relevé de compte. La ville suivante n'héberge rien de particulier. Elle ne s'appuie sur aucune institution extérieure. Sa richesse, elle l'a gagnée seule, lentement, avec une obstination tranquille, qui commence seulement maintenant à être remarquée pour ce qu'elle est vraiment. Numéro 3. Aix-en-Provence. Il y a des villes qui s'excusent d'être belles. Aix-en-Provence n'est pas de celle-là. Elle sait ce qu'elle est, elle l'a toujours su. La ville du cours Mirabeau, de ses fontaines du XVIIe siècle, de ses hôtels particuliers aux façades couleur miel, de ses marchés qui sentent le thym et la lavande. La ville de Cézanne. La ville où Paul Cézanne peignait la montagne Sainte-Victoire encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à s'en lasser. Aix est une ville d'université, une ville de magistrats, une ville de profession libérale. Depuis des siècles, elle attire ceux qui ont les moyens de choisir où ils vivent. Et ce choix se voit partout. Le prix au mètre carré dépasse 5 000 € en moyenne, avec des pointes à 7 000 € dans le quartier Mazarin, le quartier des hôtels particuliers du 18e. Le revenu moyen par foyer dépasse les moyennes régionales de loin. Aix est dans le top 5 des villes les plus chères de France hors Île-de-France. Mais l'histoire d'Aix qui mérite d'être racontée n'est pas celle du cours Mirabeau à midi, quand les terrasses sont pleines de gens bien habillés. C'est l'histoire de la ville de nuit, quand les étudiants rentrent à pied parce qu'ils ne peuvent pas se payer de taxi, quand les serveurs des restaurants du centre finissent leur service à minuit et attendent le dernier bus pour rentrer dans leurs appartements en périphérie, parce que le centre d'Aix est devenu hors de portée
pour ceux qui font vivre le centre d'Aix. Sébastien, 28 ans, serveur dans un restaurant du cours Mirabeau depuis 3 ans. Il sert des dîners à 150 € par personne. Son salaire mensuel net est de 1700 €. Son loyer, pour une chambre partagée à 2 km du centre, 580 €. Il lui reste moins de 1000 € pour vivre dans l'une des villes les plus chères de France. Il n'est pas en colère. Enfin, pas exactement. Il dit simplement que ce n'est pas normal qu'une ville aussi riche ait autant de mal à loger ceux qui y travaillent. Que quelque chose ne tourne pas rond dans un système où les gens qui font fonctionner les restaurants ne peuvent pas manger dans les restaurants. Sortez la nuit d'Aix, après 22 heures. Le cours Mirabeau se vide. Les fontaines continuent de chanter dans le silence. Les platanes bougent doucement. La lumière des lampadaires tombe sur les façades du 18e. C'est une des plus belles scènes de France. Vraiment. Et pendant que vous regardez ça, des dizaines de personnes qui ont passé la journée à faire exister cette beauté rentrent chez eux en banlieue. On est à mi-chemin dans ce classement. Et je vous rappelle ce que j'ai dit au début. Le numéro 1 est une ville qui a tout réussi. Économiquement, culturellement, gastronomiquement. Et qui est aujourd'hui le symbole le plus net d'une France où la richesse collective expulse les habitants les plus anciens. On y arrive. Mais d'abord, une ville qui ne fait pas de bruit et qui est peut-être, à la lumière froide des chiffres, la vraie candidate au titre de capitale économique alternative de la France. Numéro 2. Lyon. Lyon ne crie pas. C'est son problème et sa force. Paris crie. Bordeaux a crié. Marseille crie depuis toujours. Lyon, elle, travaille. Silencieusement, régulièrement, avec la rigueur d'une ville qui n'a pas besoin qu'on la regarde pour savoir qu'elle fait bien ce qu'elle fait. Voici les chiffres. Lyon est la deuxième puissance économique de France. Plus de 884 000 emplois dans la métropole. Un taux de chômage de 7,1%, en dessous de la moyenne nationale. En 2024, plus de 30 500 entreprises créées dans la seule métropole lyonnaise. La ville s'est hissée à la deuxième place des métropoles françaises les plus attractives, selon le baromètre Arthur Lloyd, en 2025. Et en matière de tourisme durable, Lyon occupe la première place française et la 8e mondiale, selon le GDS Index, devant Barcelone, devant Berlin. Mais ce qui rend Lyon réellement différente de Paris, ce n'est pas une statistique, c'est une expérience. C'est le fait qu'à Lyon, vous pouvez vous offrir une vie que Paris rendrait inaccessible sur le même salaire. Un appartement de 3 pièces dans un bon quartier, la Croix-Rousse, Confluence, le Vieux-Lyon, coûte entre 4 500 et 5 500 € le mètre carré. Comparable à certaines banlieues parisiennes correctes, mais avec la ville entière à disposition. Les Bouchons lyonnais, ces restaurants populaires héritiers de la tradition des mères cuisinières, vous servent une quenelle de brochet sauce Nantua pour 15 €. Les mêmes mères cuisinières qui ont fait la réputation gastronomique mondiale de Lyon, une réputation qui n'a rien à envier à Paris. Isabelle, 47 ans, directrice marketing dans une entreprise pharmaceutique. Elle a travaillé à Paris 10 ans. Elle est à Lyon depuis 5 ans. Elle dit que le changement a été physique avant d'être économique. À Paris, elle n'avait pas le temps de cuisiner, pas le temps de marcher, pas le temps de s'ennuyer. À Lyon, elle fait ses courses au marché de la Croix-Rousse le samedi matin. Elle prend le vélo pour aller au travail. Elle déjeune dans un bouchon le vendredi. Son salaire a légèrement baissé. Son loyer a baissé de 40%. Son niveau de vie, lui, n'a pas baissé du tout. Il a changé de nature. Lyon réussit quelque chose que très peu de grandes villes françaises font. Elle est à la fois riche économiquement et habitable humainement. La richesse n'y est pas encore devenue une arme contre ses propres habitants. Pas complètement. Pas encore. Parce que Lyon aussi commence à voir des quartiers changer de visage, des marchés populaires se transformer en épiceries bio haut de gamme, des loyers grimper dans des arrondissements qui étaient encore abordables il y a 10 ans. Le processus est en cours. Plus lent qu'à Bordeaux, moins brutal. Mais en cours. Ce dernier mot, Bordeaux, n'est pas un hasard. C'est la ville numéro 1 de ce classement. Celle dont on a attendu le meilleur
et dont on reçoit maintenant quelque chose de beaucoup plus compliqué. Posez votre verre de vin. On y est. Numéro 1. Bordeaux. On commence par ce qu'il faut savoir sur Bordeaux avant tout le reste. Pendant 15 ans, de 2005 à 2020, Bordeaux a été la ville la plus désirée de France. Pas la plus riche, pas la plus productive, la plus désirée. Celle dont tout le monde parlait, dans laquelle tout le monde voulait s'installer, pour laquelle des familles entières quittaient Paris, Lyon, Nantes. L'arrivée du TGV en 2017, 2h05 de Paris, a tout accéléré. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 65% en moins de 10 ans. 65. Bordeaux possède le plus grand ensemble architectural 18e en Europe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Ses quais sur la Garonne ont été entièrement réaménagés, transformés en promenades urbaines que des urbanistes du monde entier viennent étudier. Les Chartrons, ancien quartier des négociants en vin, est devenu le quartier le plus trendy de la ville, avec ses galeries d'art, ses épiceries fines, ses wine bars. Bordeaux est la capitale mondiale du vin. Pas en termes de volume, en termes de prestige. Les grands crus classés de Saint-Émilion, Pomerol, Margaux. Un verre de Pétrus, le plus célèbre des Pomerol, peut coûter plusieurs centaines d'euros. Un verre. Et maintenant, l'autre Bordeaux. Celui qu'on voit moins dans les magazines. 30 000 logements vacants dans la métropole bordelaise. 30 000. Des milliers de personnes qui dorment à la rue dans une ville qui manque de logements. Pendant que 30 000 appartements restent fermés. Spéculation, résidences secondaires, investissements qui attendent. Dans l'école des menus, en centre-ville, un enfant sur 5 est sans domicile fixe. Un enfant sur 5 dans une école d'une des villes les plus photographiées de France. Mathieu, 53 ans, boucher depuis 20 ans dans le quartier Saint-Michel. Son père était boucher au même endroit. Son grand-père aussi. Mathieu a grandi à Saint-Michel, à 200 mètres de sa boucherie. Il ne peut plus y habiter. Son appartement de famille a été vendu quand sa mère est décédée, il y a 4 ans. Il a cherché à racheter dans le même quartier. Impossible. Le mètre carré dépasse 4 000 € dans des rues où il a appris à marcher. Il habite maintenant à Mérignac, en banlieue. Il met 25 minutes pour aller travailler au même endroit où son père mettait 5 minutes à pied. Il ne se plaint pas, Mathieu. Il dit juste que ce n'est plus son quartier, que les gens qui viennent dans sa boucherie sont des nouveaux arrivants qui lui posent des questions sur les vins locaux, qui veulent des pièces nobles pour leur barbecue sur les terrasses de leurs appartements rénovés. Ils sont sympas, dit-il. Mais ce sont des étrangers dans le quartier qu'il connaît depuis toujours. Posez ce verre de vin Bordeaux une seconde. Regardez-le. Rouge, profond, cette couleur qui ne ressemble à aucune autre. Le vin de Bordeaux est peut-être la chose la plus emblématiquement française qui existe. Il raconte une terre, un savoir-faire, une continuité de génération en génération. Une bouteille de Grand Cru peut valoir des centaines d'euros. Et ceux qui ont produit ce vin pendant des générations, ceux qui ont construit les chais, qui ont taillé les vignes, qui ont fait exister cette appellation mondiale, leurs enfants ne peuvent plus se loger dans la ville qui porte leur nom sur chaque étiquette. Bordeaux est numéro 1 dans ce classement, non pas parce qu'elle est la ville la plus riche de France. Elle n'est même pas dans le top 5 des revenus moyens. Elle est numéro 1 parce qu'elle est le symbole le plus aigu d'une contradiction française que personne ne résout. Une ville peut être belle, désirée, célébrée dans le monde entier et simultanément expulser vers sa périphérie ceux qui en font la substance vivante. Pas méchamment, pas par décret. Par le jeu tranquille du marché immobilier, des logements vacants, des loyers qui montent et des salaires qui restent. 7 villes. 7 façons d'être riche en France autrement qu'à Paris. Versailles avec sa richesse héritée, figée sous verre. Biarritz, racheté par les résidences secondaires. Annecy, prisonnière de sa propre beauté. Strasbourg, enrichi par une institution que la plupart de ses habitants côtoient sans y appartenir. Aix-en-Provence, où ceux qui font vivre la ville ne peuvent plus vivre dans la ville. Lyon, qui a encore le temps de choisir ce qu'elle veut devenir. Et Bordeaux, qui a déjà choisi, ou plutôt
qui a laissé choisir le marché à sa place. Ce verre de vin sur cette terrasse en pierre, au début de cette vidéo. Il était là, rouge et parfait dans la lumière de fin d'après-midi. Maintenant, vous savez ce qu'il coûte. Pas en euros. En noms, en famille, en gens qui ont grandi dans ces rues et qui en ont été doucement, poliment, irrémédiablement écartés. La question que je vous laisse pour ce soir, est-ce qu'une ville peut vraiment rester riche pour tout le monde? Ou est-ce que la richesse d'une ville commence toujours, à un moment, à se retourner contre une partie de ses habitants? Écrivez votre réponse en commentaire. Et si vous venez d'une de ces 7 villes, ou si vous en avez été justement le genre de personne dont on parle, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ceux qui sont arrivés, dites-le. Ces histoires-là valent plus que n'importe quelle statistique. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce genre d'exploration. Pas des cartes postales. Des villes comme elles sont vraiment. Et un like si cette vidéo vous a montré la France autrement que vous ne l'aviez vue jusqu'ici.